Eh bien, je crois qu'on est en live, ça a l'air d'être fonctionnel. Bonjour à tous messieurs, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Très content d'animer cette conférence. Je suis Lamine Taguine, je suis Head of Growth chez Cosa Vostra. Je travaille sur toutes les problématiques d'acquisition. J'aurai l'occasion d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui pour cette conférence sur la digitalisation du commerce et des PME en général. Ça va être un live assez formel et informel à la fois. Formel dans le sens où on a un programme un peu défini avec plein d'acteurs qui vont vous partager leurs astuces, leurs ressentis, leurs retours d'expérience sur leur vision du digital et comment le Covid aussi a affecté, à la période du Covid-19, a affecté quelque part notre manière de penser le commerce et le business en général. C'est pour ça qu'en fait, on a réparti effectivement ces acteurs dans le cadre de 3 parties de conférence. La première étant la digitalisation du point de vente. Je pense que tout le monde va arriver progressivement au cours de la conférence. Informel tout à l'heure quand j'évoquais la notion d'informalité, si on peut faire du néologisme aujourd'hui. Sur l'aspect des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le live. Bonjour Céline par exemple. N'hésitez pas à poser vos questions. L'idée c'est d'être très dans une conférence conversationnelle. Si vous avez des points à traiter, des interrogations, vous souhaitez poser des questions à chacun des acteurs, n'hésitez pas à les mentionner. Sinon, si vous souhaitez poser des questions à tout le monde, n'hésitez pas à ajouter la mention à tous et avec des petits crochets par exemple. Et comme ça, je poserai la question directement à nos interlocuteurs. Nous avons 30 minutes et ensuite 10 minutes de questions. Comme ça, toutes les questions seront traitées à la fin en fonction de l'issue des discussions. Voilà, on va faire un petit tour de table. Je vais vous présenter, je vous laisse ensuite vous présenter votre activité en quelques mots, si ça vous va, messieurs. Yes. Très bien. On commence par Dimitri, on va se tutoyer, je pense que ça va être plus simple, histoire d'échanger. Dimitri Farber, cofondateur de Tiller, caisse enregistreuse réinventée numéro 1 en France, c'est ça? Ouais, ok, merci Lamine, en tout cas, enchanté. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en quelques mots, Tiller, on est l'un des leaders français européens des solutions digitales pour le CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants. Donc, l'idée derrière Tiller, c'est d'accompagner ces commerçants, donc restaurateurs, cafés, restaurants, dans leur transition digitale et dans la digitalisation, en leur proposant des solutions innovantes qui partent de la caisse enregistreuse à l'analyse de données, mais également avec l'intégration à de nombreux services sur le marché, livraison, paiement ou click and collect, qui leur permettent d'apporter de la valeur et surtout en cette période de confinement / post-confinement, de pouvoir s'en sortir. Super, très bien. Antoine, cofondateur de Pulp, solution de click and collect all inclusive, c'est comme ça, on peut le dire, all inclusive dans ce contexte? On peut dire ça, merci, bonjour à tous. Donc Pulp en quelques mots, donc entreprise française, on a créé il y a un peu plus de 2 ans avec nos 2 associés, avec un objectif en tête. L'idée, c'est d'aider les restaurateurs à faire plus de chiffres et à optimiser leurs opérations, à retrouver du lien avec leur clientèle de quartier. Donc, notre solution permet à la fois la commande en click and collect, la commande également via un QR code, et puis on référence les différents restaurants partenaires avec lesquels on travaille sur notre plateforme pour plus de visibilité auprès de leur quartier. Donc, on travaille aujourd'hui avec plusieurs centaines de restaurants partenaires pour en discuter plus tard. Très bien. Et on dit le meilleur pour la fin, mais ça ne se dit pas. Je m'embête sur ça. Jérémy Erskovic, fondateur de SoClose, donc expert du on le connaît. C'est forcément à l'entraînement, ça passait pas et là ça passe bien, donc je me suis pas trompé. Fondateur de SoClose, donc on vous connaît quand même aussi SoClose, un peu comme tous les acteurs qu'on a aujourd'hui. Expert du retail et leader en Europe sur tout ce qui est conseil au e-commerce et au commerce. Je me trompe? Alors normalement on dit non. Donc bonjour à tous. Donc SoClose, c'est une solution, c'est une plateforme omnicanal qui s'adresse principalement aux enseignes disposant de magasins physiques. Donc nous, par exemple, on est un petit peu l'intrus là. On ne travaille pas avec les restaurateurs, on travaille plutôt avec des chaînes de magasins. Ça peut aller alors la chaîne commence à 1 magasin, mais peut monter à 1000 chez nous. Et donc on équipe les enseignes de dispositifs omnicanaux qui permettent de pousser les clients qui sont sur le web dans les magasins et de digitaliser l'expérience en magasin à travers tout ce qui est au niveau de la caisse. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'on fournit des fonctionnalités de click advisor, de click and collect, d'OMS, ce qu'on appelle les OMS, d'orchestrateur de commandes, de caisse mobile, etc. Mais appliquées en fait au retail. D'accord. Très bien. Écoutez, enchanté messieurs. On va pouvoir commencer du coup cette conférence. Sans transition,
La première question qui va être transverse en fait un peu à toutes les conférences pour aborder la suite, ça va être votre retour d'expérience sur ce qui s'est passé depuis le confinement. C'est vrai que on a entendu beaucoup de choses. Moi, le premier chez Cosa Vostra, où on a eu au départ une notion de crise qui est apparue avec l'e-commerce évolue, le commerce va s'arrêter, les cinémas ferment, les restaurants ferment. Comment vous avez perçu justement cette période du confinement? On commence avec toi, Antoine. Yes, effectivement, ça a été très dur pour le secteur. Nouveau coup dur, hein, après les gilets jaunes, après les grèves qu'il y a eu, c'est encore un coup de massue pour les restaurants. Donc c'était très dur. Après, on voit qu'effectivement, il y a des nouvelles habitudes de consommation qui sont arrivées. Beaucoup de changements de ce point de vue-là. Je pense qu'on va en parler plus tard, mais effectivement, on voit que directement, les consommateurs se sont tournés vers de nouvelles solutions, les restaurateurs ont pris le pas. Et ça a été donc, je pense, un bouleversement, mais qui peut aussi être positif. D'accord, très bien. Du coup, Dimitri et Jérémy, le même ressenti? Ouais, peut-être que je peux effectivement en tout cas sur la partie restauration, donner quelques chiffres. Parce que pour rappel, on a un peu moins de 10 000 clients, donc restaurants, cafés, hôtels en France. Et on a analysé du coup fortement les chiffres et les tendances de ce qui s'est passé au moment du confinement et après. Et donc, pour donner une idée, je pense que ça peut être applicable à l'ensemble du secteur, en tout cas de la restauration, c'est sur 100% de nos clients actifs, au lendemain du confinement, le confinement en mars, on est descendu à 11% de restaurants qui étaient encore actifs, c'est-à-dire qui prenaient encore des commandes, donc souvent avec du click and collect, souvent avec la livraison. Beaucoup de livraisons. Un début avec des acteurs comme Uber Eats, Deliveroo ou les autres. On a vu que à la première étape du déconfinement, donc le 11 mai, on est passé à plus de 52% pour être précis, de clients actifs. Et donc là, qui se sont dit, OK, on a passé 1 mois et demi, 2 mois difficiles. Maintenant, on va commencer à réouvrir. Donc, on n'avait plus de la majorité des restaurants en France, on peut extrapoler, qui étaient ouverts. Et aujourd'hui, on voit qu'il y en a à peu près un peu moins de 90% ce matin qui étaient ouverts. Donc, sur les autres, on va voir si c'est des fermetures, etc. Et ce qui est intéressant, et je pense qu'on y reviendra après, c'est que dans le type de commande et dans le type de produits qui se vendent chez les restaurants, il y a une tendance de commencer par de la livraison. Donc, c'est ce qui a été fort au début. Et on va de plus en plus vers des nouveaux moyens de consommation et notamment de la vente à emporter qui prend de plus en plus le dessus, qui aujourd'hui représente 35% de l'ensemble des commandes de nos clients. D'accord. Jérémy, au niveau des retours, c'est la même chose pour toi? Même ressenti? Le ressenti est un peu différent parce que c'est pas la même nature de clients qu'on a, avec des problématiques qui sont très différentes. C'est vrai que, bon, pour avoir un petit peu parlé, pour connaître un petit peu les acteurs en présence, c'est vrai qu'on se ressent, mais au final, il y a quand même une très grande différence, c'est la nature du client. Si je dois résumer, nous, on a ressenti en fait le confinement en 2 étapes. Première étape, on a senti des retailers qui étaient pétrifiés par la situation, par le stress, avec blackout total pendant 1 mois où personne ne répondait parce que tout le monde était en train de travailler sur des plans, donc des nouveaux budgets, des plans de secours, donc impossible de joindre nos clients. Mmh. Et puis, deuxième phase, où on les a sentis revenir au combat en 3 jours. En 3 jours, ils ont tous basculé dans une approche qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à la sortie de crise, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter les consignes de distanciation à la sortie, sachant que dans un magasin, ce n'est pas toujours très évident de rationner. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter notre problématique, qui est notre problématique de stock dormant, c'est-à-dire le stock qui est resté scotché dans nos magasins et qu'on n'a pas pu écouler, d'autant plus quand on est une enseigne qui est, par exemple, dans la mode, où vous avez des logiques de collection, c'est très compliqué en fait de garder un stock dormant. Donc, on est vraiment passé du tout au tout. On a grosso modo 95% de nos clients qui ont été fermés pendant la période de confinement. Alors, ils ont tous réouvert évidemment leurs magasins à la suite du déconfinement. Et par contre, là où on a été extrêmement surpris, pour ne rien vous cacher, j'ai tellement été surpris que j'ai appelé un certain nombre de nos clients pour valider ces messages-là. On a vu que les commandes omnicanal ont été, à partir du 11 mai, pendant 1 mois, 20% supérieures à la période de l'année dernière, exactement la même. Et en fait, c'est lié à quoi? C'est lié en fait à une espèce de sentiment de libération de l'ensemble des consommateurs qui ont voulu repartir en magasin, qui avaient en plus accumulé un petit peu de cash pendant ces 2 mois de confinement.
Et donc, il y a eu cette espèce de libération très forte où il y a eu un peu de surconsommation qui a été un peu poussée aussi par des ventes privées qui étaient un peu plus agressives. Donc, deux étapes vraiment très différentes. D'accord, d'accord. C'est vrai que les learnings aussi qu'on tire de notre côté aussi, c'est qu'effectivement, on a senti cette période de panique, hein, on va dire au début avec toutes ces fermetures, etc. Puis une reprise de conscience progressive, mais surtout du coup une prise de conscience de l'importance du digital. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à se focaliser sur son point de vente, hein, qui est sa manne business principale, mais quelque part en laissant de côté un peu sa stratégie digitale, on a tendance à perdre en valeur ajoutée et on a des manques à gagner finalement en termes de visibilité. En vient une question aussi qui me vient à l'esprit tout de suite sur la notion des outils digitaux. Aujourd'hui, voilà, nous sommes quatre acteurs, effectivement, à utiliser plein d'outils digitaux, que ce soit pour l'analyse d'audience, le développement, la facilitation des paiements, la logistique, etc. Que représentent aujourd'hui ces nouveaux outils par rapport aux anciens systèmes? Quels sont leurs avantages très concrets? On commence par Dimitri. Oui, bien sûr. Alors déjà, je pense que dans le secteur, et encore une fois, je parle pour mon secteur que je connais, ces outils, déjà, il faut dire qu'ils deviennent essentiels aujourd'hui. Il y a une accélération, et ça, je pense que sur le retail, ça doit se voir encore plus, mais une accélération de process de décision qui pouvaient prendre 6, 12, 18, 24 mois, qui aujourd'hui sont réduits à quelques semaines potentiellement. Et on le voit notamment chez les restaurateurs indépendants, de se dire qu'aujourd'hui, un restaurateur, et je vais prendre un exemple très concret, qui ne voulait pas faire de la vente à emporter, parce que voilà, c'était pas quelque chose dans l'expérience qu'il voulait proposer, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment nécessaire, j'ai envie de dire. Et pour donner un exemple, nous, on pensait voir un essor de la livraison, donc des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, les autres. Et en fait, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, en tout cas qui n'a pas été aussi impactant qu'on croyait. Et en fait, je pense que cette crise a fait que les restaurateurs et du coup les retailers n'ont pas fait n'importe quoi, se sont quand même dit, OK, il faut réagir vite, mais c'est pour ça qu'il y a eu un mois où ils ont réfléchi et comme disait Jérémy, où ça a été fermé, où il y a eu le temps de préparer le plan, etc. Et ensuite, sont allés vers des nouveaux plans. Et ce plan, pour moi, c'est surtout du click and collect, c'est surtout de la réservation. Et c'est ce que des acteurs comme Paul, par exemple, font pour attirer les consommateurs, mais leur proposer quand même une expérience qui est propre au lieu et à l'établissement. Je pense que c'est ça qui est vraiment essentiel. D'accord. Du coup, effectivement, on vient à la question, une solution comme Pulp, bon, ça va être presque de la pub directement, mais quelles sont les valeurs ajoutées justement de solutions de click and collect comme Pulp, justement en termes de nouveaux outils digitaux? Ouais, pour un restaurant, il y a plusieurs avantages. Le premier, qui est le plus évident en ce moment, hein, c'est de respecter au maximum les normes sanitaires, permettre en fait à ses clients de commander sans contact. Mais ce qui est important aussi dans le click and collect versus notamment la livraison, c'est de recréer du lien avec sa clientèle. L'idée, bien sûr, c'est que le client puisse aller dans l'ancienne, retrouver un peu cette ambiance, avoir une relation personnelle avec le restaurateur. Là, je vais prendre un exemple d'un restaurant avec lequel on a travaillé qui s'appelle Nous. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Un restaurant qui voyait ses habitués venir et qui, une fois que ces habitués ont pris le pas du click and collect, a pu avoir leur prénom, leurs habitudes de consommation et une vraie relation finalement s'est créée avec ces clients-là. Et moi, j'y crois énormément. Et puis, bien sûr, un point très important, dont je parlais l'an dernier, mais qui est très, très important pour les restaurateurs, c'est de capter une clientèle, c'est d'avoir un chiffre d'affaires en plus, capter une clientèle qui va être pressée ou qui cherche à minimiser le contact. Donc, c'est autant d'avantages pour le click and collect. D'accord. Du coup, Jérémy, de ton côté, forcément, tu as une expérience aussi avec pas mal de marques à côté. Il y a de nouveaux outils, il y a de nouvelles technos qui ont pu naître pendant cette période-là ou qui ont été plus mises en avant? Alors, pour faire schématique, pour faire simple, le retail, on aime bien le comparer à une dame d'un certain âge, c'est-à-dire elle va à son allure, elle est délicate et faut pas la brusquer. Voilà. Donc le retail, de manière générale, va plutôt l'entendre pour plein de raisons que je vous propose de ne pas évoquer là, sauf si évidemment ça vous intéresse. Mais pour faire simple, le retail, lui, il était déjà convaincu qu'il fallait mettre en place. Alors, tout ce dont on parle dans le retail s'appelle de l'omnicanal. Donc, ce sont toutes ces commandes
qui sont des commandes croisées qui n'existaient pas avant. Je vais acheter sur le web, je vais réserver sur le web, et puis finalement, je vais aller consommer le stock d'un magasin, ou bien je suis dans un magasin, je vais faire une commande, et puis je vais consommer le stock de l'entrepôt. Ça, c'est ce qu'on appelle des commandes omnicanales. Ça a deux impacts. Ça a deux impacts très forts qui ont été identifiés par le retail avant la crise. Le premier, c'est que ça permet d'optimiser son retail, puisque ce sont des nouvelles commandes qui sont créées, et ces commandes répondent à des besoins des clients. Tout ce qui est click and reserve, click and collect, je le redis un petit peu, mais ça répond vraiment à des besoins des clients. Et donc, de manière générale, les commandes omnicanales, elles permettent déjà de gagner 15-20% de chiffre d'affaires. Alors, certaines sont sur le web, donc c'est 15-20% du chiffre d'affaires sur le web, d'autres, c'est 10% du chiffre d'affaires magasin. Bref, de manière générale, quand vous mettez en place ce type de commande, vous allez gagner 15% de chiffre d'affaires sur l'ensemble du retail, ce qui est très majeur aujourd'hui quand même pour un marché qui est malade. Donc ça, c'est très identifié, il y a un vrai retour sur investissement. Le deuxième impact que l'omnicanal a sur le retail, c'est une modernisation de l'expérience client. Alors, c'est un petit peu corrélé, c'est parce que ça modernise, le client ressent ces besoins-là. Mais l'impact, il est très fort, c'est que finalement, le magasin ressemble de plus en plus à ce qu'on a connu sur le web. Donc, c'est ce qui s'est passé finalement quand vous êtes fait acheter sur le web et que vous êtes habitué à être livré chez vous, vous ne pouvez plus vous attendre la même chose de la part des magasins. Et donc, la digitalisation des magasins passe par l'omnicanal, puisque ça modernise toute l'expérience client. Je suis dans un magasin, je peux commander, mon produit peut être livré en 2 heures chez moi, dans un autre magasin. Je ne fais plus la queue pour payer. Quand je suis sur le web, je ne me déplace plus pour rien dans le magasin, etc. Donc, ces notions-là sont très identifiées par le retail. Le retail les avait déjà identifiées avant cette période-là. Sauf qu'évidemment, là, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est vrai qu'en ce moment, on est très sous l'eau chez nous, parce que tout le monde se précipite en se disant il faut absolument qu'on dégage le stock qu'on a chez nous. Et donc, équipons-nous très, très vite de ces commandes-là. Donc, il n'y a rien de nouveau pour le retail, mais il y a une précipitation qui est due à une situation d'urgence dans le retail. Voilà. D'accord. Et côté donc effectivement restaurateur, on sait que parfois il y a des freins. Quels sont selon vous en fait les freins que vous entendez le plus en fait sur quand vous voulez proposer des nouvelles solutions et des nouveaux outils? Je pense à toi Dimitri pour le coup. Ouais, alors il y a eu historiquement plusieurs freins. À chaque fois, c'est vrai que la digitalisation, mais au sens large et dans tous les secteurs, bloque toujours au début. Il y a eu plusieurs choses qui ont changé. La première, en tout cas pour nous, c'est de la réglementation. C'est qu'aujourd'hui, un restaurateur ou un commerçant assujetti à la TVA est obligé d'être équipé en solution de caisse enregistreuse normée. Donc, c'est toute une stratégie pour lutter contre la fraude fiscale et dans l'ensemble des secteurs. Donc ça, en tout cas, sur nous, ça nous a permis d'accélérer cette transition et du coup d'utiliser l'argument de dire à nos clients, OK, ne prenez pas juste la caisse parce que vous êtes obligé de la prendre, mais prenez-la parce que à travers une caisse, et je pense que c'est ça qui est central, vous avez accès à l'ensemble du secteur. Et je vais prendre une idée, et ça va ressembler à de la pub, mais ça l'est pas. C'est qu'un restaurateur qui prend Tiller, il va pouvoir directement activer un partenaire de click and collect comme Pulp, par exemple, ou va pouvoir activer directement de la livraison sur Uber Eats, Deliveroo ou les autres. Donc, pour moi, elle est là, la valeur. Et donc, dans le secteur et dans le marché qu'on a aujourd'hui, qui est de plus en plus concurrentiel, qui est de plus en plus difficile, qui déjà l'était à cause de tout ce qui se passe, et qui l'est aujourd'hui encore plus avec une certaine peur de certains ou certaines consommateurs, c'est aujourd'hui quelque chose qui va accélérer. Aujourd'hui, quand on parle à des clients, alors que ce soit des indépendants, des chaînes, des franchisés, qui avaient un peu peur ou n'avaient pas envie d'aller vers cette transition de nouveaux outils de digitalisation, aujourd'hui, c'est eux qui sont demandeurs. Et ça ne m'étonne pas du tout que Jérémy dise que les équipes sont sous l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les équipes et toutes les boîtes qui équipent des commerçants de solutions digitales et de solutions innovantes qui peuvent apporter des clients et de la valeur, tout s'est accéléré alors que ça avait été progressivement en déclin pendant 1 ou 2 mois du confinement. Et là, tout repart à zéro. Oui, effectivement. Et là, du coup, on peut répondre quasiment à 3 questions finalement qui sont posées par Eric, Jean-Luc et Alexandra. En fait, c'est la synchronisation des outils. Aujourd'hui, on a cette capacité forcément dans le digital, et moi je parle pour Cosa Vostra notamment, où on sait que c'est la sollicitation de tous les acteurs qui fait qu'on peut mener à bien une stratégie digitale qui ait du sens et qui soit performante. La maximisation du ROI aujourd'hui passe par effectivement une compréhension fine de toute la chaîne de valeur, de toute la chaîne de production du produit ou du service. Donc de ce qu'on appelle l'idéation, de la réflexion sur ce qu'on va vendre, à la logistique, à ensuite ce qui va être défini à la vente, jusqu'à la collecte du produit. C'est pour ça qu'effectivement il y a une forme de synchronisation de tous les outils qu'on présente aujourd'hui, et je suis assez en phase avec ces sujets, donc c'est plutôt cool.
Effectivement, Jean-Luc, pour répondre à ta question sur le digital pour vendre et sur l'amont et la vente, sur le suivi de la relation client, c'est la compréhension globale du parcours utilisateur finalement. Reprenez-moi, messieurs, si vous êtes en phase ou pas. Hein, au contraire, l'idée c'est de faire un débat. Mais vas-y. Bah, concernant la relation client, j'en ai parlé un peu avec le restaurant Nous, c'est l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, mais ça va au-delà de ça, au-delà de l'enseigne. Une fois que on a créé cette relation avec le client, on va pouvoir avoir des données supplémentaires qui permettent de faire du marketing. Il y a des acteurs digitaux qui ont très vite compris, et les restaurateurs s'y mettent, mais pouvoir toucher le consommateur après sa commande via un email, via un SMS, quelque chose qui, bien sûr, ne soit pas intrusif, mais qui soit permis par le consommateur et qui permet de pousser des offres, c'est un nouveau relais à nouveau pour le restaurant pour communiquer, donc pour créer cette relation avec le client. Et puis, c'est à nouveau toujours, aujourd'hui, c'est la grande bataille, toujours du chiffre d'affaires en plus pour le restaurant. D'accord. Et effectivement, en tout cas, tous ces outils impactent globalement l'organisation. Du coup, j'aimerais bien avoir des conseils de votre part sur la réorganisation du point de vente pour les restaurants, pour le commerce, pour les PME en général. Qu'est-ce que ça implique de faire appel à des outils aussi innovants, technologiquement, etc. À votre avis, je pars avec Jérémy. Alors, je pense qu'on va avoir des réponses différentes. Parce que, par définition, chez nous, le retailer, il a une stack technique. Il a un ERP, il a ce qu'on appelle un WMS. Donc, c'est une stack technique qui est déjà plutôt riche. Donc, nous, les freins qu'on va pouvoir avoir de notre côté, c'est la bande passante de l'équipe IT pour déployer des projets. Il n'y a rien de complexe. Il n'y a rien de complexe techniquement. C'est toujours un peu la même chose. Alors, techniquement, c'est pas compliqué, mais c'est délicat. Hein, parce qu'en fait, on bouleverse vraiment. C'est de la conduite du changement. Voilà, il y a une conduite du changement au magasin. Bon, c'était mon deuxième point, mais comme tu me pousses dessus, pas de problème pour en parler maintenant. Il y a expliquer à des vendeurs aujourd'hui que finalement, leur tâche ne va plus être, entre guillemets, que de vendre, mais il va y avoir un petit travail logistique, parce qu'il faut préparer des commandes, il faut les transmettre, etc. Mais les vendeurs aujourd'hui, ils sont complètement persuadés de ces outils-là. Ils sont même très demandeurs. Mais il y a une petite conduite au changement, dans la mesure où il faut leur expliquer comment ça marche, quel est leur intérêt, etc. Donc, il y a cette petite conduite au changement qui, en général, n'est pas très problématique, pas du tout même, mais qu'il faut faire. Et ensuite, il y a un travail technique à réaliser qui, souvent, fait peur aux retailers, mais en fait, n'est pas compliqué. Pareil, qui est délicat, donc il y a une gestion de projet à faire. Et les seuls freins qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de deux ordres. Le premier, c'est les équipes des retailers sont généralement pas très fournies, donc ils peuvent pas traiter beaucoup de projets à la fois. Donc, est-ce que je mets en place une plateforme multicanal? Est-ce que je change mon site e-commerce? Est-ce que je change ma caisse? Donc, faut rentrer un peu dans le projet. Et puis après, il faut le dire, il y a quand même aussi de plus en plus des problématiques d'investissement qui sont profondes parce que le retail était déjà en crise déjà depuis un certain nombre d'années. Alors là, ça s'accélère. Et donc maintenant, il y a des problématiques aussi d'investissement. Et comme Soclose, nous faisons de la qualité, nous sommes très chers. Non, mais je plaisante là-dessus, mais il y a une vraie problématique d'investissement. Mais bon, je suis pas un grand fan toujours de parler de ce qui va pas bien. Ouais. Le retail est en crise, mais il va s'en sortir. Donc, oui, voilà, non, mais de toute façon, ce que tu dis quand même, c'est qu'il faut un investissement. En fait, c'est que derrière, il faut quand même investir. Il faut pas avoir peur quelque part de prendre ce qu'on peut appeler des risques financiers. Finalement, l'idée, c'est pas de s'endetter jusqu'au cou, mais plutôt d'avoir une approche rationnelle de l'investissement, c'est-à-dire que le low cost ne fait pas forcément tout et que parfois un bon investissement permet finalement d'améliorer ton retour sur investissement à terme. C'est bien ça. C'est très vrai. Et nous, ce qu'on a fait pour info, c'est qu'on a changé de modèle économique en plein milieu de la crise pour passer complètement à la performance, de manière à ce que nos clients commencent à payer à partir du moment où ils ont du ROI. Et on a senti que c'était impératif pour les pousser en fait à avancer. Franchement, c'est pas comme s'il y avait le choix en ce moment. Ouais, c'est clair. Antoine, Dimitri, un avis sur ces changements? Sur cette conduite du changement, sur ces évolutions, qu'est-ce que ça doit impliquer? Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, je pense que si on regarde les métiers historiques, la restauration est quand même, on a un certain retard sur le retail, sur l'hôtellerie, en tout cas en termes d'équipement d'outils digitaux. Moi, je viens du milieu de l'hôtellerie.
j'utilise beaucoup cet exemple. Et à savoir qu'aujourd'hui, un hôtelier, même un hôtelier indépendant, il a plusieurs personnes dans son équipe potentiellement, ou le fait lui. Il fait du revenue management, donc la gestion un peu des prix. Il fait du lead management, il fait du channel management, donc aller chercher différents canaux. Donc, un restaurateur, un hôtelier aujourd'hui, il va vendre sur plusieurs offres. Il va vendre sur son site, il va vendre en ligne, il va vendre par téléphone, il va vendre sur Expedia, il va vendre sur Booking, etc. Il va adapter ses prix à l'offre et à la demande. Il va faire tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que cette tendance était suivie par la restauration, on va dire, à 5-10 ans. Et aujourd'hui, ce que cette crise a fait, c'est d'accélérer aussi cette tendance. Et on voit de plus en plus de restaurants qui aujourd'hui doivent prendre en main un nouveau métier, entre guillemets, comme disait Jérémy, de gérer ses canaux de distribution, de gérer un prix, de gérer peut-être de la commande à flux tendu avec ses fournisseurs. Donc, pour moi, c'est tout une nouvelle typologie de métier, toute une nouvelle expertise qui arrive, à laquelle tous les restaurateurs, notamment les indépendants, ne sont pas forcément préparés parce que ça requiert de l'expertise, ça requiert de la formation, ça requiert du temps, mais c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Donc, pour moi, elle est là, la vraie transition. Elle n'est pas seulement dans les outils, mais elle est vraiment dans l'organisation. Et un restaurateur aujourd'hui, il n'est plus juste seulement le cuisinier ou seulement la personne qui va faire le service, mais c'est un vrai gestionnaire business qui va faire comme un hôtelier aujourd'hui, gérer ses canaux d'acquisition, gérer ses ventes, gérer ses fournisseurs directement. Donc tu réponds en plus à la question de Jean sur des outils qu'on a besoin pour quand on n'a pas de site internet, pour développer un commerce, etc. dans le digital. Ça on l'abordera, hein, Jean, pour le coup aussi dans les conférences qui suivent. Ma question aussi va se tourner du coup pour Antoine à côté effectivement sur deux choses. La première, c'est effectivement ta vision sur ces évolutions-là, mais surtout sur la communication de ces changements-là. C'est la dernière question que je voudrais vous poser avant qu'on aborde deux trois questions directement sur comment on communique quelque part le fait qu'on a par exemple un système de click and collect novateur, etc. Est-ce qu'on communique sur son site, en magasin, et comment on le fait? Ouais, c'est un énorme enjeu pour les restaurants aujourd'hui. Dimitri et Jérémy l'ont bien dit, hein, c'est un nouveau métier, donc une nouvelle expertise à développer. Il y a en fait, on comprend très bien, il y a vraiment deux chantiers à mener. Le chantier digital, donc communiquer, tu l'as dit, sur son site, mais sur les réseaux sociaux, sur sa page Google My Business également. Voilà, et puis voilà, il y a tout un tas d'outils. Quand on a la chance d'avoir une base de données de clients, donc d'emails ou d'SMS, les communiquer aussi là-dessus. Donc ça, c'est tout le pan digital qui est essentiel. Et souvent, d'ailleurs, les restaurateurs le comprennent très bien quand on a un outil digital de communiquer sur ces canaux-là. Le deuxième chantier qui est un peu oublié et qui pourtant est vraiment essentiel, et pour moi d'ailleurs c'est vraiment le chantier important, c'est tout ce qu'on peut faire dans le point de vente. Parce que on est dans le retail, à un moment les gens, alors à moins qu'on parle de la livraison, mais les clients vont venir dans le point de vente. Et c'est là où il faut communiquer essentiellement. Bon, ça passe par de la PLV, donc des affiches, ça passe par des stop trottoirs, des choses très concrètes, mais qui vont permettre à la clientèle qui vient tous les jours, toutes les semaines, de comprendre que y a de nouveaux outils qui permettent, lorsqu'on est pressé ou qui permettent lorsqu'on veut minimiser le contact avec la clientèle ou avec le personnel, eh bien, voilà, de s'exposer le moins possible et d'avoir une expérience rassurante, confortable. Typiquement, voilà, j'ai un exemple en tête de restaurateurs qui ne balisent pas le parcours pour le client. C'est important quand on rentre dans un restaurant et qu'on a commandé en ligne, de comprendre où on va, de comprendre comment on s'adresse au restaurant, au serveur. Le genre de choses que une chaîne comme McDonald's, par exemple, a très bien compris. On voit les bornes, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans le magasin. On a au-dessus du comptoir le retrait des commandes en haut. Typiquement, je pense que McDonald's a beaucoup d'avance sur le reste de la restauration de ce point de vue-là. Et ouais, c'est important donc d'avoir vraiment en tête ces deux chantiers, le digital, mais aussi tout ce qui se passe dans le point de vente. Très bien, effectivement. On va bientôt finir. Je vois que la conférence, il nous reste quelques minutes avant qu'on termine et on répondra à quelques questions. Dimitri, je ne t'ai pas oublié sur le sujet. Effectivement, en fait,
ce que je constate en fait dans tous vos échanges, c'est que finalement on va pas forcément parler que de commerce et d'e-commerce et on va pas séparer les deux. C'est plutôt on va les réunir pour juste se dire que c'est peut-être du commerce sur Internet, mais ça n'est que du commerce finalement. C'est de savoir penser tous les outils pour qu'ils fonctionnent en magasin, en restaurant, mais aussi sur Internet et que tout soit quelque part interconnecté. Je me trompe, Dimitri? Non, je pense que là, de toute façon, on peut plus se permettre de gérer un commerce. En tout cas, je parle pour la partie restauration, de gérer un commerce avec des outils qui sont plus connectés, qui sont pas connectés. C'est aujourd'hui quelque chose d'impossible. Et encore une fois, quand on reprend l'exemple de l'hôtellerie, la vraie valeur et le vrai changement dans l'hôtellerie est arrivé quand tous les outils se sont interconnectés. C'est-à-dire qu'un hôtelier qui va mettre une chambre, il peut la mettre directement sur son site à un prix, il peut la mettre sur Booking, sur Expedia, etc. Donc, la restauration, ça va très rapidement être la même chose. C'est-à-dire que un restaurateur peut pas se permettre de passer 20, 30, 40% de son temps à jongler entre les différents outils pour pousser une offre, pour pousser quelque chose. Si par exemple il n'y a plus de plats disponibles, bah, il est obligé que ce soit disponible, enfin que ce soit visible sur l'ensemble des solutions. Si son restaurant est fermé pour X ou Y raison, il est obligé de le mettre en avant. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut plus se permettre, sauf potentiellement des grands groupes qui ont les personnes, les équipes et les outils derrière pour le gérer. Mais pour la grosse majorité du marché qui aujourd'hui sont des restaurants et des commerçants indépendants, c'est impossible de gérer et ça ne marchera pas si les outils sont pas interconnectés, effectivement. Très bien. Très clair. Je vois s'il y a des questions. On va passer à la phase rapidement des questions, si ça vous va, pour répondre à deux, trois questions sur il y a une bonne question de là, il y a pas mal de questions qui arrivent, du coup, je vais essayer de les traiter en même temps. Comment peut-on s'assurer de réussir sa conduite du changement lorsqu'on met en place une nouvelle organisation? Alors, cette question-là, je pense qu'elle va être directement pour Jérémy. Ok. En fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'un vendeur, c'est aussi un client. Donc, quand on lui demande de traiter des commandes qui viennent en magasin pour opérer du click and collect, il comprend extrêmement facilement de quoi il retourne parce que lui-même, il est utilisateur de ces services-là. Donc, la conduite du changement, elle est facile à faire comprendre. Elle est d'autant plus facile à faire comprendre quand on explique les avantages que ça peut avoir. Je vous donne un exemple. Si vous expliquez à un vendeur qui va réceptionner des colis, que c'est chiant, qu'il va falloir les donner à des clients, c'est sûr que c'est pas très vendeur. Mais quand vous lui expliquez que ce client-là est un client web qui va venir en magasin, qu'il a l'opportunité de faire de l'upsell dessus, c'est sûr que déjà ça aide. Le dernier sujet, c'est que la conduite du changement, elle est parfois aussi très intéressée. C'est ce qui se passe beaucoup dans la retail, c'est-à-dire que les vendeurs sont rémunérés pour faire toutes ces tâches-là. Donc en gros, tout le chiffre d'affaires du web est en train de basculer en magasin. Donc, je vous donne un exemple. Quand vous faites un click and reserve, c'est le magasin qui encaisse. Quand vous faites un click and collect, le vendeur qui vous réceptionne, à qui vous remettez le colis, il gagne une prime. Quand il prépare un colis dans son magasin pour que le colis soit livré à domicile suite à une commande du web. Donc, c'est une commande du web pour laquelle le vendeur va préparer sur son stock à lui. C'est pareil, c'est le vendeur qui va récupérer la prime sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est toujours la même chose quand il y a du cash qui est à la clé, c'est sûr que ça facilite la conduite du changement. Donc la conduite du changement dans le retail sur ces thématiques-là, honnêtement, elle est plutôt assez facile. D'accord, parfait. Une dernière question et après je ne vous solliciterai pas, on passera sur le second sujet après avoir fait passer vos différents derniers messages. C'était une question d'Alexandra il y a 15 minutes sur l'adoption des solutions digitales de façon éthique et durable. Est-ce que ça existe aujourd'hui sur le marché? Je peux essayer. C'est une bonne question. Je vais essayer de poser la question du baccalauréat philosophie. On y est. Non, c'est une très bonne question. Et effectivement, aujourd'hui, alors il existe peut-être, je les connais pas forcément, des solutions qui sont dédiées à ça. Ce que je sais, c'est que nombre de ces solutions ont un impact sur tout ce qui est impression, même si c'est petit. Impression de ticket de caisse, impression de reçu, tout peut se faire en ligne avec un QR code. Tout peut se faire sans avoir forcément besoin d'imprimer une carte papier, sans avoir besoin d'imprimer le ticket de caisse, le ticket de carte bleue, tout peut se faire en ligne. Et la deuxième chose que j'aurais, c'est pas forcément le côté écologique, mais en tout cas le côté local. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant cette crise et post-crise, c'est que les restaurateurs et commerçants, cafés, etc. vont beaucoup jouer sur ce côté local. On a envie de consommer local, alors que ce soit les restaurateurs via leurs fournisseurs. Donc, nous, on en voit énormément parce qu'on voit passer l'information qu'ils veulent maintenant commander à des producteurs locaux qui sont proches, etc. Mais aussi le consommateur qui, au lieu d'aller commander
et se faire livrer un restaurant qui est à 4, 5, 6 kilomètres ou même plus loin, il va essayer d'aller dans de la proximité. Et c'est là où je dis que le click and collect, pour moi, c'est vraiment un peu le fer de lance de cette révolution, en tout cas de ces nouvelles tendances, c'est que c'est proche. Et ça a un impact énorme parce que ça force et ça fait que le consommateur final va aller à la proximité, va aller consommer local, entre guillemets, ou quelque chose dans son quartier. Très bien. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des différents sujets. Il est 10h35. On a encore deux minutes avant d'enchaîner sur les prochains participants. Un dernier message, chacun votre tour. Antoine, on peut en parler un peu de toi, de votre activité, vos dernières news. Écoute, ça s'est beaucoup accéléré, hein, tu l'as compris, sur ces derniers mois. On a constaté un volume de commandes qui a été multiplié par 4. C'est vraiment énorme. Non, je pense qu'il y a surtout un message positif. Voilà, nous, on est très heureux de pouvoir accompagner les restaurateurs dans cette transition et c'est important d'être accompagné. On l'a vu quand même, il y a des sujets, c'est complexe, la communication, intégrer ces outils. Mais voilà, il y a des acteurs comme Tiller, comme Soclos qui permettent de faciliter tout ça, de se faciliter la vie, d'être accompagnés dans ce changement. Et surtout, je pense que les consommateurs ont envie de revenir au restaurant. Je pense qu'on l'a tous vu, les terrasses aujourd'hui sont pleines. Nous, on le voit, hein, les restaurateurs retrouvent quand même une énorme partie de leur chiffre d'affaires. Il y a quelques mois, on était encore à 25-30% d'ICA. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est 70-80%. Dimitri, je pense que tu as plus de chiffres que moi là-dessus, mais je pense qu'on revient pas encore à la normale, mais on y arrive petit à petit. Et nous, voilà, on est très heureux de pouvoir accompagner les restaurateurs dans ce changement-là. D'accord. Jérémy, Dimitri, un dernier mot? Dimitri, Jérémy veut peut-être le mot pour la fin. Non, allez, je t'embête. Non, mais je peux y aller, mais effectivement, je suis assez aligné. Je pense que le futur, en tout cas sur la partie restauration, va passer par l'intégration de nombreuses solutions. C'est quelque chose qui allait, à mon avis, avant le Covid, mettre peut-être 12, 18, 24 mois. Aujourd'hui, ça s'accélère. Et aujourd'hui, on le voit, en tout cas chez nos clients, ceux qui ont fermé, en tout cas ceux qui ont fermé les premiers, c'est ceux qui n'étaient pas forcément très portés digital. Parce qu'effectivement, quand le restaurant est fermé, le seul moyen de vente, c'est du click and collect ou de la livraison. C'est sûr qu'on a un avantage si on était déjà prêt. Et donc là, je pense qu'on a une tendance qui va s'accélérer. Et nous, on le voit dans nos chiffres. Ce que je disais avant, c'est que le click and collect avant représentait entre 3 et 4% de l'ensemble des commandes de nos clients. Aujourd'hui, même si la période est un peu biaisée, c'est entre 17 et 20% en France. Donc, ça veut dire ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est un x6, x7. Alors, ça risque de se restabiliser maintenant que les restaurants peuvent réouvrir, etc. Mais en tout cas, on redescendra plus au niveau d'avant-crise. Donc, je suis assez convaincu que parmi toutes les solutions, alors on parle click and collect parce qu'on est là ici, mais beaucoup de solutions vont émerger. Elles devront être intégrées, elles devront être faciles à utiliser pour le consommateur et elles devront se baser, comme un peu la question qu'on a eue, sur des nouvelles méthodes de consommation, donc du local, du mobile, des choses qui vraiment ont un impact pour le consommateur final. Très bien. Un dernier mot, Jérémy, on enchaîne et on est bon. Oui, moi j'ai un dernier mot à dire parce que j'entends beaucoup de bêtises depuis des années et des années sur le retail, sur lesquelles, voilà, quand on m'a demandé mon avis, je l'ai écrit. Donc, et puis en plus, on m'a demandé de tout lâcher là, donc je vais tout lâcher. Lâche tout, on est prêt. Il y a une crise du retail. Tout le monde se plaint depuis des années. C'est vrai qu'il y a une vraie crise du retail, hein, très clairement. Mais moi, je suis très optimiste pour l'avenir du retail. L'avenir, il est sombre, entre guillemets, à court terme et moyen terme. Mais en gros, ce qui se passe, c'est le retail, il est en difficulté, pas du tout à cause d'Internet, pas du tout à cause de toutes les âneries qu'on peut entendre depuis longtemps. Il est en crise parce que les prix de l'immobilier ont cru depuis 40 ans et que, grosso modo, ça veut dire que la part de dépenses dans le retail, elle s'est réduite pour les ménages. Et donc, on est dans une situation dans laquelle l'offre est restée au même niveau alors que la demande a baissé. Et donc, on est juste, entre guillemets, dans une étape dans laquelle l'offre doit s'ajuster à la demande. Et donc, c'est ce qui explique que des anciennes tombent. Le Covid va malheureusement accélérer le fait que certains retailers tombent. On le voit beaucoup avec beaucoup de redressements judiciaires en ce moment, comme moi, j'en ai jamais vu depuis 10 ans. Mais il y a un moment, le retail, il va toucher le fond. Il va toucher le fond et il devrait toucher le fond plus vite que prévu suite à cet événement-là. Mais une fois qu'il a retouché le fond,
il va continuer sa transformation. On n'est qu'au début de la transformation digitale dans le retail, puisqu'on n'a parlé que de la transformation digitale qui passe par le vendeur. Mais il va y avoir un moment, l'équivalent de grosso modo de tout ce qui est un client qui va être autonome dans le magasin pour acheter sans passer par un vendeur, c'est-à-dire faire un achat, repartir avec l'article. Tout ça arrivera d'ici 5 ans, donc on n'est qu'au début. Donc moi, je suis très positif sur l'avenir du retail. Ça passe par une étape de transformation qui est un petit peu douloureuse, mais à un moment, il faut arrêter un petit peu. Alors, nous, on a été très touchés par le Covid, mais il faut voir un petit peu plus loin et se dire que l'avenir n'est pas du tout si sombre, mais que c'est une période de turbulence assez forte à passer. Il faut la passer avec le plus de sérénité possible. Et de positivité. On est en face. Écoutez, c'est le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie énormément. C'était super intéressant. Il y a plein de choses. Je pense qu'on organisera d'autres conférences comme ça avec la qualité des échanges qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On s'exprime peut-être pas assez, on vous entend peut-être pas assez, et finalement parler sur ces sujets. Et moi, le premier, en tant qu'agence de conseil, je me rends compte que on a encore plein de choses à apprendre de vous et de toutes les solutions qu'on pourrait proposer pour les commerçants et e-commerçants. Je vous remercie, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci, faites attention. À bientôt. À bientôt. Au revoir.